Inquiétante, fascinante, l'intelligence artificielle fait débat dans la société. On en parle tout de suite avec mes invités. Raphaël Glucksmann, essayiste et philosophe, Philippe Sueur, professeur de droit et maire d'Enghien, Jean-Claude Audin, professeur, chercheur et auteur, Guillaume Dumas, docteur en neurosciences, ils étaient tous aux entretiens médicaux d'Enghien pour le grand débat sur l'intelligence artificielle. On distingue l'intelligence artificielle basse et l'intelligence artificielle haute. Alors Guillaume, expliquez-nous la différence entre les deux. Pour faire simple, oui, on va dire simple. que... Faites simple. On va dire que la plupart des algorithmes qui sont utilisés et qui passent pour intelligents ne le sont pas du tout, puisqu'ils sont complètement pré-programmés par les ingénieurs, les développeurs qui sont derrière eux. Et au-delà de ces algorithmes de premier ordre, on peut avoir un peu comme dans la présentation de Jean Denisot, je sais, que vous savez, etc. On peut avoir des intelligences artificielles qui vont déjà apprendre par elles-mêmes à partir d'un ensemble de données d'apprentissage. Donc ça, c'est déjà un... Alors ça, c'est le machine learning, c'est ça qu'on appelle le machine learning? C'est déjà du machine learning, voilà. C'est déjà du machine learning. Et après, on va avoir un autre saut encore au niveau récursif, qui va être de pouvoir généraliser ce qu'elle a appris sur un set de données à d'autres contextes et d'autres sets de données. Alors moi, je me trompe peut-être, mais on m'avait expliqué que l'intelligence artificielle basse, c'est celle qui n'avait pas conscience d'elle-même, et la haute, c'est celle qui avait conscience d'elle-même. Alors... Jean-Claude Audin. Ça, c'est que je me suis trompé ou pas? C'est un découpage qui a été fait pratiquement à la naissance de la discipline. On parle d'intelligence artificielle faible ou étroite, hein, ça dépend. Et ça, et l'intelligence artificielle forte. Donc l'intelligence artificielle faible, c'est celle que, je dirais, 99% des ingénieurs, des chercheurs pratiquent, c'est-à-dire travailler sur des problèmes, sur des applications précises. La faible, c'est la réalité d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est précis, c'est travailler sur une application spécifique. AlphaGo, typiquement, c'est l'intelligence artificielle faible parce que ça s'est joué au Go, ça s'est très bien joué au Go puisque ça a battu le champion du monde, mais ça ne sait jouer qu'au Go. Donc on est dans cette... et on ne parle pas de conscience, la machine n'a absolument pas conscience, elle ne pense pas au sens où un être humain le fait. L'intelligence artificielle forte, c'est, je dirais, un petit peu l'imagination qui nous emporte. Et là, on a de toute façon des boucles relativement importantes qui se créent avec la fiction et l'imaginaire. Hein. C'est imaginer une intelligence qui serait équivalente et supérieure à la nôtre, une intelligence de type humaine, et donc très générale dans sa capacité à aborder les problèmes avec... Et puis, ça peut aller jusqu'à... Mais la fiction, souvent, elle nous a montré la voie. Je veux dire, quand on lisait Jules Verne, on a fini par y aller sur la Lune. Donc, on a peut-être raison quand même d'écouter la fiction. Raphaël, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve rassurant que des scientifiques, évidemment, ne cèdent pas aux mythes qui peuvent s'emparer de la population, de la société qui contemple leur travail. Mais il reste néanmoins qu'il y a une quête qui est peut-être une quête illusoire, mais qui est une quête qui existe dans la Silicon Valley, par exemple, d'une intelligence artificielle forte qui serait à même de remplacer l'intelligence faible de l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui anime des gens qui ont des intérêts en plus non seulement philosophiques, mais aussi très bassement matériels, à poursuivre cette quête. Et cette quête, elle pose un problème essentiel pour nous, on doit en débattre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous intéresse dans l'intelligence humaine? Enfin, qu'est-ce qui nous intéresse dans le processus qui permet d'avoir une connaissance et de recevoir une information? Est-ce que c'est simplement le résultat? Et quel sera... Non, c'est depuis le début de la philosophie, en tout cas, c'est le cheminement. C'est comment on arrive, comment on exerce sa pensée, comment on arrive quelque part. Et donc là, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire, même si le mythe d'une humanité soumise à l'intelligence artificielle doit être démenti, qu'est-ce qu'on va faire des informations qui nous sont données? Est-ce qu'une information dont on n'arrive même plus, parce que l'intelligence artificielle est trop performante, à retracer le cheminement, le raisonnement qui conduit à l'obtention de cette information, est-ce qu'on va la prendre comme un donné et qui donc nous rendra, nous, intelligence faible, totalement dépendants de ces productions d'informations que nous ne maîtrisons plus. Et donc pour ça, c'est vertigineux, parce que c'est une question qui ne s'est pas vraiment encore posée dans l'histoire humaine.
et dans l'histoire je vous voyais acquiescer. Oui, parce que nous revenons toujours à la même question. La puissance aujourd'hui donc du stockage des données, donc ce big data, et quand on pense que dans quelques années il y aura autant de data que je pense d'étoiles dans l'univers, donc on mesure par là les stockages et les algorithmes qui permettent alors de déterminer pour Amazon par exemple sur tel produit quelle sera la tendance. Bon, ce qui signifie que nos comportements sont totalement enregistrés. Je vais vous donner simplement j'ai eu une candeur. On utilise, certains d'entre nous et beaucoup de vous, Waze. Moi, je trouve super. Bon, je savais que c'était deux ingénieurs israéliens qui l'avaient créé, et naïvement, je me dis, de quoi vivent-ils? Puisqu'il n'y avait pas, maintenant il y en a un petit peu, il n'y avait pas de publicité. Mais c'est Google qui a acheté Waze. Donc vous avez tout compris. C'est ça, le problème final, c'est le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre, on voit déjà que les publicitaires, ils commencent à en jouer, parce qu'il y a une pub en ce moment, c'est un gars qui rentre dans sa voiture, il dit « je voudrais aller place de la Parée, je crois », et le GPS, il dit « non, tu vas aller aux journées Peugeot ». Il dit « non, je vais aller place de la Parée, non, tu vas aller aux journées Peugeot », puis il lui explique. Et le gars, il dit « ah bah oui, finalement, je vais aller aux journées Peugeot ». Donc là, on voit bien, bon, c'est anecdotique, c'est rigolo, mais on voit bien que le publicitaire, il s'empare déjà de ça, et qu'il y a un dialogue qui est en train de se créer quand même entre l'intelligence artificielle et l'homme, et qui sous-entend quand même que l'intelligence artificielle, elle va donner la bonne idée à l'homme. Waze, il va vous donner la bonne idée de l'endroit où passer. C'est quand même ça déjà aujourd'hui. Ça, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle en plus là-dedans. Il y a aussi tous les progrès en neurosciences comportementales, de la prise de décision, et toute la gouvernance par les algorithmes. C'est quelque chose qui est assez ancien en fait. Et, même le neveu de Freud, Edward Bernays, avait théorisé la publicité et le marketing avant même Turing. Et déjà, la question du libre arbitre et de l'utilisation de la technique pour influencer le comportement des êtres humains en général n'a pas attendu l'IA. Alors le truc, c'est qu'avec les progrès de l'informatique et du big data et le fait de tracer et de quantifier les comportements humains, ça prend une proportion. La question n'est pas ancienne, mais les moyens sont nouveaux. C'est ça ? Oui, complètement. Et puis, il y a aussi la question qui reste fondamentale de qui maîtrise ces processus. C'est-à-dire que si on a des individus, alors on avait cité Poutine dans l'autre partie de l'émission, si on a des individus avec des intentions comme celle de Vladimir Poutine, ou alors des individus dont les intentions sont quand même commerciales, on a un immense problème d'emprise sur une partie suffisante de la population pour fausser le jeu de la démocratie, du libre arbitre et finalement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les démocraties libérales. Il nous reste... Non, on est entièrement, je pense, d'accord sur ce point. C'est clair que le problème n'est pas tant la puissance de l'IA, c'est à qui elle va profiter. Et ça, c'est effectivement une réflexion éthique, c'est une réflexion également qui touche évidemment le droit. Et on est les premiers, je pense, les scientifiques, à dire attention. D'ailleurs, les initiatives éthiques aujourd'hui dans ce domaine-là sont à l'initiative généralement des scientifiques. Bon, il y a une petite lueur d'espoir. C'est vrai que quand on voit des initiatives, alors on peut, comme OpenIA et d'autres qui sont justement prises par Google, Facebook et autres je dirais multinationales. Bon, il faut leur prêter cette intention au départ. Il faut évidemment surveiller d'une façon extrêmement forte ce qui se passe là-dedans, mais alors dans la mesure où on peut surveiller une grande prise de conscience aujourd'hui. Je voudrais utiliser les 3 minutes qui restent. Excusez-moi, mais on est obligé d'avancer. On a parlé de machine learning tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le deep learning ? Le deep learning, c'est une technologie à base de réseaux de neurones artificiels. Donc on prend le modèle d'un neurone relativement simplifié. En fait, ça somme ses entrées, ça fait un seuil et ensuite il y a une sortie. On met plein de ces petites automates en couche et ça reproduit la capacité d'apprendre, de reconnaître et de généraliser dans des cas particuliers. Et c'est que depuis à peu près 2012 qu'on sait à faire apprendre correctement à ces machines
eh bien, des applications comme reconnaître des images et autres. Parce que pour faire des applications compliquées, il faut beaucoup de couches de neurones. Hein. Il en faut un certain nombre, d'où cette idée de profondeur. Hein. Profond, ça veut dire beaucoup de couches de neurones. Alors vous avez vu là que Google sort, et c'est pas les seuls, ils sortent un petit appareil photo qui va prendre les photos à votre place. Alors, vous le mettez dans une pièce et puis il reconnaît que vous passez souvent, donc vous devez être quelqu'un de familier. Alors il se dit, tiens, celui-là, je vais le prendre en photo. Puis vous êtes souvent avec votre chien, il dit, ça c'est son chien, et je vais prendre le chien en photo. Et ça y est, là, ça sort, ça arrive à Noël. Donc voilà, l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça s'appelle de l'intelligence artificielle ou pas? C'est un bon moyen d'observer les gens, en tout cas, et leur vie. Ouais. C'est de la bonne intelligence économique, je dirais, surtout. Et après, le fait d'avoir un algorithme qui prend la photo au bon moment, oui, on peut appeler ça l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce qu'on appelle un buzzword. Hein. C'est vraiment, il y a eu un gros feu de projecteur sur l'IA, alors que des gens travaillaient dessus depuis des dizaines. Vous, ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quand même des humains qui écrivent des algorithmes. C'est ça ou pas? Il y a, à terme, justement, il y a une visée de généralisation avec le fait qu'on puisse créer des modèles, un peu comme avait présenté Jean Denisot juste avant, qui sont capables de s'approcher plus de ce que fait un être humain. Mais par exemple, même dans le cas d'AlphaGo, même s'il était capable de jouer et d'apprendre de lui-même, il y a quand même une couche d'intelligence humaine qui est intégrée dans le système lui-même, dans sa structure initiale. C'est-à-dire qu'il n'a pas appris à jouer aux échecs, il a appris à jouer au Go parce qu'on a déjà mis les conditions aux limites pour qu'il apprenne à jouer au Go. Oui, puis on a l'impression qu'il a appris tout seul et de façon autonome. Alors pas du tout, il y avait une vingtaine de chercheurs autour et d'ingénieurs qui étaient là pour essayer de lui faire difficilement, parce que c'est difficile, ça prend des semaines, voire des mois, pour arriver à ce type de performance. Donc je dirais qu'AlphaGo, c'est surtout une performance humaine plus qu'une performance au bout du compte, c'est une performance de machine, on est d'accord. Mais c'est une grande équipe de chercheurs qui a réussi à mettre ça au point avec énormément de difficultés. Hein. On plaque souvent l'imaginaire, c'est une machine qui apprend toute seule et qui est capable, mais non, pas du tout. Tout ça est passionnant. Tout ça est passionnant, Jean-Claude. On arrive à la fin. Le débat continue bientôt sur Via Grand Paris. Ne manquez pas la suite de notre série sur l'intelligence artificielle. À bientôt.